démocratique du Congo et les gouvernements du Rwanda sous les auspices du gouvernement américain. Comme nous aimons à le dire souvent, le président de la République est résolument engagé pour le retour de la paix, une paix qu'il souhaite durable et définitive dans toute la République démocratique du Congo, spécifiquement dans sa partie Est. Depuis le rendez-vous manqué du 15 décembre 2024 à Luanda, je voudrais vous faire un rappel de ce qui a pu être entrepris et qui nous permet aujourd'hui d'être à l'avant-dernière étape avant que nous ne puissions avoir un accord de paix, cette fois-ci avec le groupe M23. Le 18 mars 2025, vous vous souviendrez, le président de la République a rencontré autour de l'émir du Qatar le président du Rwanda. Une déclaration en était ressortie fixant la volonté de deux parties de parvenir à la paix. À la suite de cette déclaration, des discussions ont commencé entre le représentant du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux du M23 qui ont abouti au 23 avril 2025 à la signature d'une déclaration qui fixait les principes des discussions et qui appelait à un cessez-le-feu et qui engageait y compris les professionnels des médias à accompagner cette initiative de paix. 2 jours plus tard, il y a eu la déclaration de principe signée cette fois-ci à Washington entre notre ministre des Affaires étrangères et son homologue rwandais qui fixait les lignes de ce qui a figuré dans l'accord qui a été signé le 27 juin 2025. Ensuite, il y a eu la déclaration de principe qui a été signée samedi 19 juillet 2025 qui fixe les grands points qui feront l'objet de l'accord qui devra être normalement signé suivant l'esprit de ce qui avait été dit dans la déclaration de principe autour du 20 août. Et donc, ce soir, nous avons le privilège de recevoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui était à Doha et qui était un peu comme l'observateur du gouvernement pour suivre de près les discussions qui se faisaient. Comme vous l'avez vu, il y avait aussi son homologue rwandais qui était sur place parce que le point des déblocages de ces discussions a commencé par la rencontre entre le président rwandais et les présidents de la République démocratique du Congo autour de l'émir du Qatar. Et donc, monsieur le vice-premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, nous voulons donc, dans un exercice pédagogique, que vous puissiez nous expliquer le rôle d'ailleurs qui était le vôtre durant votre déplacement au Qatar à Doha, mais surtout les contenus de la déclaration de principe qui a été signée par les représentants du gouvernement et qui a été négociée après plusieurs jours pour que nous puissions comprendre la lettre et l'esprit, parce que la construction de la paix requiert aussi l'implication de Congolais qui nous suivent de partout, y compris dans les parties qui sont sous contrôle de forces d'agression. Et donc ce soir, nous sommes friands d'écouter vos détails et certains éléments qui nous permettront de mieux comprendre la stratégie du président de la République et de comment, dans les jours qui viennent, on aura tous les documents sur papier qui nous permettront de construire la paix. Vous avez la parole, monsieur le vice-premier ministre. Bon, je crois que vous avez résumé les circonstances et l'exercice auquel nous nous sommes donnés à Doha. Tout le monde sait qu'il y a eu différentes étapes. Après, du fait principalement du conflit armé et de la crise sécuritaire qui sévit en République démocratique du Congo, principalement dans sa partie orientale, dans les provinces du sud Kivu et du nord Kivu, dans une bonne partie des territoires de ces provinces. Il y a eu des tractations au niveau de la sous-région, de la région et du continent, qui ont quand même amené à certaines prises de position, mais qui n'avaient pas réussi à bien maîtriser le conflit pour nous amener aux cessations des feux. Et par la suite, au niveau international,
Il y a eu des initiatives à la suite d'une résolution du Conseil de sécurité et d'une initiative prise par le président des États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des déclarations de principe et un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Et nous sommes à l'attente ou à la veille de la signature d'un accord de paix entre la coalition M23 AFC et la République démocratique du Congo. Et cet accord de paix a été précédé ou est précédé aujourd'hui par une déclaration de principe. Suite aux discussions qui se tiennent à Doha sous la direction de la médiation du Qatar, de l'État du Qatar. Et nous étions arrivés au cours de ces discussions à un tournant décisif avant la signature où la médiation avait constaté des difficultés entre les parties qui n'arrivaient pas à se convenir sur un document final pouvant permettre une signature de la déclaration des principes. C'est comme ça que, dans leur expertise dans ce type d'exercice qui devait amener, qui amène à la signature des différents documents, ils ont estimé qu'il était important de faire venir, de faire participer des personnalités qui pouvaient avoir une autorité ou une caution morale sur les équipes qui négociaient pour la finalisation de la rédaction de cette déclaration de paix. Et c'est dans ce sens qu'ils ont estimé que ces personnalités devaient être d'une certaine responsabilité. Et on a identifié un membre du gouvernement de la République démocratique du Congo et un membre du gouvernement de la République du Rwanda, parce que aujourd'hui, je crois que c'est l'un des indicateurs majeurs qui peut nous convaincre tous, que ce soit en République démocratique du Congo, mais aussi au niveau international, qu'aujourd'hui la crise trentenaire qu'a subi, la crise sécuritaire trentenaire qu'a subi la République démocratique du Congo est aujourd'hui mieux explicitée, mieux connue, mieux définie en termes des différents intervenants. Et l'accord de paix de Washington l'a consacré d'une certaine manière. La responsabilité du gouvernement de la République du Rwanda dans cette crise n'est plus une question à débat. C'est comme ça que nous avons été invités à nous rendre à Doha pour la République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur. J'étais accompagné de Madame la vice-ministre de l'Intérieur. Et pour la République du Rwanda, par rapport à la coalition M23 AFC, le ministre du Rwanda de l'Intérieur. Et nous avons séjourné pendant une dizaine de jours en train de suivre pas à pas les échanges, les discussions que la représentation de la République démocratique du Congo faisait avec la coalition M23 pour arriver à chaque fois avec autour du concours de la médiation à trouver les termes qu'il faut, les orientations qu'il faut pour conclure sur un document final qui a été signé et qui circonscrit le cadre qui va nous amener vers l'accord de paix qui sera signé en principe dans les maximum 2 semaines si les choses se passent comme il se doit, parce que les deux équipes les deux représentations ou les deux équipes devront retourner aujourd'hui, je crois, jour J-8, si je ne me trompe pas, devront retourner à Doha pour faire continuer l'exercice d'échange sur la déclaration de paix avec la contribution du médiateur qui est l'État du Qatar. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour de besoins justement de pédagogie, lorsque je regarde
les documents de la déclaration de principe. Il comporte 7 points qui commencent par les principes généraux du cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement en rapport avec chacun de ces points pour que les Congolais comprennent la ligne qui était la nôtre durant ces discussions et c'est sur quoi va se fonder l'accord qui sera signé dans les jours qui viennent? Bon, en ce qui concerne le cessez-le-feu, il faut retenir, et je crois que c'est très important pour bien comprendre le cheminement dans lequel nous sommes. Les discussions qui se tiennent à Doha ne sont pas un acte isolé. Et je crois que je l'ai souligné dans mon introduction. Il y a eu au mois d'avril, d'abord au mois de mars, il y a eu une rencontre à Doha toujours, entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Il s'en est suivi au mois d'avril la signature d'un communiqué Bien sûr. entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et la coalition M23. Ce communiqué-là avait consacré la cessation des hostilités, qui n'est pas un exercice facile à mettre en place, mais qui, dans l'acte en soi, signé le 23 avril, était un acte extrêmement important d'expression des partis. Et depuis ce jour-là, avec le concours de la médiation, il y a un mécanisme qui est mis en place d'information et de vérification des faits. Et je crois que nous avons ici eu à plusieurs reprises à dénoncer le non-respect formel de cette déclaration de cessation des faits. C'est pour vous dire la fragilité de cette volonté qui avait été exprimée dans un document officiel. Et aujourd'hui, avec la déclaration des principes, la médiation a amené les partis à réaffirmer cette volonté pour se rassurer que cet engagement pris au mois d'avril est confirmé et reconfirmé et que les partis vont s'engager davantage à consacrer à ce que il y ait cessation des feux entre les différentes parties et que chacun va davantage contrôler ses positions, et cela pour l'intérêt des populations qui vivent dans ces territoires occupés. Et c'est pris dans le cadre d'un processus qui va nous amener dans les jours qui viennent, comme je l'ai dit, vers la signature d'un accord de paix qui, lui, sera constitué de plus de mesures, avec aussi des mesures d'accompagnement et des engagements en termes d'actes qui vont beaucoup plus consacrer non seulement la paix, mais il y a aussi d'autres indicateurs comme la restauration de l'autorité de l'État, qui va appeler aussi, lorsque vous prenez un autre document extrêmement important aussi, qui est l'accord de paix signé à Washington, qui fait allusion au retrait des troupes de l'armée rwandaise, qui va s'aligner aussi avec le retrait des autres troupes pour consacrer la restauration de l'autorité de l'État. Alors, cette fois-ci, vous êtes allés, en tout cas, ceux qui ont discuté sont partis dans le détail. On parle des attaques de toute nature, aérienne, terrestre, maritime ou lacustre, ainsi que tout axe de sabotage, la diffusion de propagande haineuse ou incitée à la violence, toute tentative de conquête, de modification des positions. J'espère que tous les médias qui nous suivent ont les textes devant, parce que dans l'exercice que nous faisons, il faut lire ce qui est écrit, si nous voulons être sûrs que nous sommes inscrits dans la dynamique qui veut que nous puissions contribuer à la compréhension de ce qui a été convenu. Monsieur le vice-premier ministre, l'autre point, après les cessez-le-feu évidemment, en dehors de principes généraux, c'est les mesures de confiance. Alors, c'est un point dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qui peut être retenu sommairement de ce qui avait été dit concernant ces points spécifiquement, parce que ça concerne y compris le sort de certains individus? Les mesures de confiance vont concerner, et nous l'avons, il était dans un premier temps
prévu que des mesures de confiance soient prises immédiatement après la signature de la déclaration de principe. Mais dans la faisabilité, ça s'est avéré être un exercice assez complexe à réaliser. C'est comme ça que la médiation a préféré que nous puissions l'identifier comme un principe général qui va encadrer l'accord de paix qui sera très prochainement signé. Et cela va consister à ce que, de part et d'autre, nous puissions poser des actes qui vont renforcer la confiance de la volonté des parties à mettre en application l'accord de paix. Il pourra s'agir, par exemple, de la libération de prisonniers de part et d'autre. Nous savons, par exemple, que nous avons des vaillants FARDC et même certains de nos concitoyens civils, acteurs responsables de l'administration publique, acteurs politiques et même défenseurs de droits de l'homme qui se trouvent dans des conditions de détention. Certains sur le territoire national congolais, d'autres à l'étranger, pour ne pas dire au Rwanda. Ça pourra faire l'objet de cela, c'est-à-dire leur relaxation de part et d'autre. D'autres qui se trouvent ici entre les mains de la justice de la République démocratique du Congo. Il s'agira aussi de toutes ces questions de nos territoires occupés et du retrait des forces belligérantes qui contrôlent ces territoires. Voilà. Le quatrième point, c'est la restauration de l'autorité gouvernementale. Le parti reconnaît que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement efficace des causes du conflit à travers un accord de paix durable. Les partis conviennent que le rétablissement intégral de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire est un pilier fondamental de l'accord de paix. Cet accord définira les modalités, les étapes et les calendriers de ces processus de restauration. Monsieur le vice-premier ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce point? La restauration de l'État se fait à travers la mise en œuvre des attributs du pouvoir public dans les entités. Donc il va falloir, et ça au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de nous y apprêter, il va falloir que nous puissions redéployer l'administration. Vous avez encore en mémoire que nous avons dû prendre des dispositions pour délocaliser les chefs-lieux de nos provinces. Aujourd'hui, Beni fait office de chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ouvira fait office de chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il va falloir redéployer toute cette administration et principalement avec l'attribut de la force publique qui est la police nationale congolaise. Et tout ça doit faire l'objet d'un processus qui va demander à ce que certaines dispositions et mécanismes soient pris. Et il faut implémenter tout cela. Et l'accord de paix va détailler, décliner le processus de la restauration de l'autorité de l'État. Voilà, il y a évidemment, je suis sûr qu'il y aura plusieurs questions là-dessus. Le cinquième point a concerné évidemment un point qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les retours de réfugiés, des personnes déplacées ainsi que toutes les questions liées aux besoins humanitaires. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sommairement de ce point, Monsieur le Vice-Premier ministre? Sur cette question, et avec le concours de la médiation, il a été convenu que nous allons nous référer au droit international humanitaire. Et je crois que vous avez suivi que la problématique non seulement des déplacés, parce que lorsque la ville, par exemple, de Goma a été prise, nous avons tous constaté que le camp des déplacés qui regorgeait de millions ou des milliers de nos compatriotes ont été démantelés.
Et ces populations se trouvent aujourd'hui dans des situations vraiment d'insécurité, mais aussi la problématique des réfugiés qui fait l'objet d'une tripartite pour ce qui concerne la frontière avec le Rwanda, RDC, HCR, Rwanda, mais aussi avec les autres pays. Nous avons ce principe-là de tripartite. Donc, le principe qui est retenu, c'est le respect de cette réglementation internationale. Et nous allons nous référer principalement au concours du HCR pour gérer toutes ces questions-là. Et une fois que l'accord de paix consacrera d'abord cette accalmie et cette cessation de violence. Et ici, j'en profite de l'occasion pour vous informer ou informer vos téléspectateurs que cette semaine-ci, d'ailleurs, à Addis Abeba, il va se tenir une importante réunion de la tripartite HCR, RDC, Rwanda pour traiter et actualiser la problématique de la gestion des réfugiés qui se trouvent de part et d'autre de la frontière. Donc ça va nous permettre déjà de prévenir et de prendre des dispositions qui seront sûrement prises en compte par l'accord de paix qui sera bientôt signé à Doha. Les autres points, Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est le rôle de la MONUSCO, des mécanismes régionaux, ainsi que les détails notamment sur l'accord de paix qui fixe que les parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration immédiatement après sa signature, au plus tard le 29 juillet. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de l'esprit? Vous n'avez pas vous-même participé aux différentes discussions détaillées, vous aviez plutôt un rôle de supervision, mais quel est l'esprit qui caractérise les uns et les autres après avoir signé cette déclaration de principe par rapport à la suite des événements? Ici, la chose la plus importante, c'est que il s'agit principalement de la protection des personnes civiles dans une zone post-conflit. J'estime que la question, le point le plus important, c'est que nous avons pu faire accepter par tout le monde la nécessité de voir la MONUSCO être pleinement impliquée dans la gestion de la protection des personnes civiles pendant cette période-là post-conflit. Nous avons l'avantage d'avoir des résolutions du Conseil de sécurité qui édictent suffisamment sur cette problématique-là. Et le fait que ce principe-là soit un principe accordé par tout le monde, il va être maintenant mis décliné et mis en exercice dans l'accord de paix. Je crois que c'est un avantage qui va nous permettre d'être rassurés que les populations civiles seront dans ces premiers temps-là mieux encadrées et mieux protégées par ce mécanisme-là des Nations Unies. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots introductifs qui résumaient plus ou moins la déclaration du principe qui a été signée les samedis derniers. Et pour information, Monsieur le Vice-Premier ministre, cet après-midi, j'ai eu une réunion avec les organisations de professionnels des médias qui ont pris l'engagement de contribuer aux efforts pour la construction de la paix, parce que vous savez que dans les textes ici, comme dans d'autres textes, on évoque beaucoup les rôles des discours, de ce qui est dit. Il y a un temps pour tout, nous sommes dans une période où nous marchons vers la paix, évidemment. Il y a des postures que nous devons adopter, des discours que nous devons adopter ou des discours qui ne devraient plus être tenus pour nous assurer que nous tous, nous contribuons à cet objectif général qui est celle du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce que, comme vous le savez, nous avons beaucoup d'urgences humanitaires. On va commencer la série des questions avec Madame Gino Rehema, et je vais demander à Monsieur Kanyunyu d'avancer. S'il vous plaît, je crois que... Allez-y, s'il vous plaît, madame. Ok.
Excellence, Monsieur le ministre, ma première question, c'est de savoir, c'est Le quoi... vice-premier ministre ou le ministre? Excusez-moi, Monsieur le vice-premier ministre. Ok, merci beaucoup. La première question, c'est de savoir, c'est quoi la particularité de chaque accord signé ou à signer très prochainement? Parce que dans tous les accords, on parle de paix et on voudrait savoir, ça m'amène à poser ma deuxième question, c'est à quel niveau d'accord que l'on pourra, on aura une paix définitive en République démocratique du Congo avec une RDC complète? Merci. Alors, Madame, le vice-premier ministre va répondre, mais il y a un effort collectif que nous devons tous faire pour éviter de mélanger les choses. Il y a, comme j'ai circonscrit en début de cet exercice, il y a eu la déclaration du 18 mars entre le président Tshisekedi, le président rwandais autour de l'émir du Qatar. Il y a eu la déclaration du 23 avril qui a ouvert, qui est la conséquence des discussions qui avaient commencé entre les représentants du gouvernement et ceux du M23. Il y a eu la déclaration de principe de Washington, qui est un processus bilatéral entre nous, le Rwanda et les États-Unis. Ici, c'est un processus entre le M23 et les représentants du gouvernement. Les deux sont complémentaires. Et donc, il faut que nous fassions attention, que nous avons lu et que nous avons compris la complémentarité qui existe entre ces textes, qui ne doivent pas s'élire dans un cadre isolé, parce qu'il y a la résolution 2763, la charte de l'Union africaine, la charte des Nations unies, les communiqués conjoints de la réunion EAC-SADC du 8 février et surtout notre constitution. Donc il faudrait que nos questions puissent être cadrées pour que nous puissions avoir des réponses précises avec un processus qui est laborieux, où les choses ne se font pas comme les choses devraient se faire avec une télécommande. Monsieur le vice-premier ministre, c'était un petit commentaire pour planter le décor et pour vous permettre de donner votre réaction. Merci beaucoup. Mais je crois que la question a tout son pesant d'or. En fait, la particularité de chaque accord est dans les parties qu'elle concerne et les engagements que chaque partie prend. Et je le disais dans mon introduction, l'une des avancées que nous avons fait dans cette crise trentenaire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons réussi à identifier les acteurs majeurs du conflit. Et c'est la particularité de l'accord de Washington qui cristallise et identifie le Rwanda comme un acteur ou l'acteur majeur au conflit, le responsabilise et l'engage à prendre sa responsabilité pour une paix durable. Ça, c'est Washington. Maintenant, à Doha, nous avons si je peux les identifier comme les acteurs sur terrain ou l'identifiant congolais utilisé, qui va aussi prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, dans la déclaration de principe, il a réaffirmé sa volonté, non seulement à cesser le feu, mais à aller vers une paix durable et une paix circonscrite à travers les principes tels qu'énumérés dans le document en question. Donc, chaque document ou chaque accord, selon les parties qui y prennent part et qui s'y engagent, concourt à la réalisation de la paix. Alors maintenant, à quel niveau? Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir l'acteur République du Rwanda qui s'est engagé à la paix, mais nous avons d'autres partis comme la coalition M23 qui ne l'a pas encore fait formellement, qui va s'engager, et à partir de ce moment-là, je crois que ensemble, nous serons dans cette dynamique-là de la mise en œuvre de la paix. Voilà. Voilà, on va prendre la prochaine question avec M. John Kanyunyu. Le ministre Mouya pour la parole.
J'ai deux petites questions pour le VPM, Chabani, et une question en dernier lieu pour vous, Monsieur le ministre Mouyaya. Monsieur le VPM, l'accord des principes de Doha fait l'objet de diverses interprétations aujourd'hui. Dans ce contexte, à qui pouvons-nous faire confiance afin d'éclairer la population congolaise? Car une fois nous, journalistes, édifiés, la population le sera aussi. Deuxième préoccupation pour vous, Monsieur le vice-premier ministre Chabani. Pendant que le regard de la population meurtrie de l'Est de notre pays est fixé sur l'accord des principes de Doha en attendant l'aboutissement de tous les processus de paix des deux côtés, FRDC, AFC M23, on assiste à un renforcement des troupes. Doit-on s'attendre à une paix restaurée par la guerre, donc par les armes, ou peut-on faire confiance pour parler en cours? Et s'il y a une partie entre vous deux, donc le gouvernement congolais et la partie AFC M23, s'il y a une partie qui viole l'accord de principe, y a-t-il des sanctions prévues là-dessus? Pour le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, la chaîne d'Al Jazeera, propriété de l'État qatari, se voit toujours interdire le déploiement de ses envoyés spéciaux à RDC. Compte tenu des négociations en cours à Doha, entre Kinshasa et la FCM 23, bien sûr sous la médiation du Qatar, cette restriction imposée à nos collègues d'Al Jazeera est-elle justifiée? Merci beaucoup. Monsieur le vice-premier ministre. Oui. Alors, en ce qui concerne la ligne de front, et vous êtes journaliste, vous devez avoir vos réseaux d'information et le constat que vous faites sur le renforcement de certaines positions militaires. Je crois que c'est des indicateurs qui doivent nous rassurer, qu'il a été important et qu'il est important de suivre une procédure renforcée pour se rassurer que de part et d'autre, les parties prenantes rassurent les uns et les autres de leur conviction à s'engager dans un processus de paix. Je crois que le mot est vraiment celui qu'il faut utiliser, processus de paix. C'est-à-dire que cette paix-là, ce n'est pas une paix qu'on déclare lundi et qu'on réalise mardi, c'est une paix qu'on construit. Et ça sera sûrement la grande facture que la République démocratique du Congo aura à payer, malheureusement après ce que nous sommes en train de vivre, qui est la volonté de certaines personnes. C'est-à-dire que la paix, on va la construire. On ne va pas la construire, même après la signature de l'accord de paix qui sera signé à Doha. Et il faudra que nous, Congolais, nous puissions nous engager dans ce processus-là. Et ça sera un processus qui va nous prendre un certain temps. Donc, lorsque vous arrivez à considérer cela, vous comprenez qu'il faut passer par ces exercices-là. Et c'est pour ça que la médiation, qui a une expertise mondialement reconnue, l'État du Qatar en règlement de conflit, a estimé qu'avant la signature de l'accord de paix, et c'est ça peut-être qu'il faut arriver à expliquer aux Congolais lambda, et surtout à nos populations qui sont en train de subir l'occupation de ces forces, la médiation a estimé qu'on ne pouvait pas aller directement à l'état actuel des choses vers un accord de paix sans amener les parties à affirmer, réaffirmer et à accepter, à considérer la nécessité de cette paix et le fait que la paix à l'état des choses actuelles ne peut s'établir qu'à travers un processus et un processus dans lequel les parties s'engagent. Et c'est pour ça qu'on passe par une déclaration de principe et qu'on va arriver très bientôt à un accord de paix. Et l'analyse du terrain
comme vous le faites au niveau de la ligne des fronts, doit nous réconforter à accompagner ce processus-là. Et je crois que c'est aussi le travail du cinquième pouvoir que vous êtes, les médias, du quatrième pouvoir, les médias que vous êtes, à accompagner pour que ce processus-là soit compris de part et d'autre. Vous devez savoir que même ceux qui sont sur la ligne des fronts de part et d'autre vous suivent. Donc vous avez ce rôle-là majeur à jouer. Alors, violation de... Il n'y a pas clairement dans la déclaration des principes un mécanisme de violation, mais il faut savoir que nous sommes dans un processus de couvert ou qui suit les principes du droit international. Donc, personne n'est ici un électron libre, et c'est pour ça que nous passons par ce mécanisme de médiation et de facilitation. Et je crois que c'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous ceux qui participent à concourir à ce que la paix soit retrouvée en République démocratique du Congo. Donc, il y a toujours un moyen ou un autre au niveau de ce système, de cette communauté internationale, de faire, même diplomatiquement, pression sur l'un ou l'autre pour que l'objectif recherché par tous, qui a fait l'objet aussi de résolutions du Conseil de sécurité, soit respecté. Et je crois que c'est ça qui fait que, tant bien que mal, c'est pas facile toutes ces discussions, tant bien que mal, nous sommes en train d'avancer, et la paix, elle est là au bout du tunnel, nous allons y arriver. Voilà, avant que je ne réponde à la question spécifique que vous m'avez posée, vous aviez dit quelle interprétation devons-nous suivre. Il faut faire attention, et c'est pour ça que nous insistons. C'est pas nous qui devons venir de manière quotidienne auprès de vous et vous dire lisez ceci, comprenez ceci. Nous vous disons, et nous faisons un effort à notre niveau pour mettre des textes à votre disposition pour que vous puissiez le lire, le relire. Et ces textes, il ne faut pas le lire dans un cadre isolé. Ce soir, je vous en ai parlé de 5. Je rappelle la déclaration de Doha du 18 mars entre le président Kagame, l'émir du Qatar et le président Tshisekedi, le communiqué représentant du gouvernement AFCM 23 du 23 avril, la déclaration de principe de Washington du 25 avril, l'accord de Washington du 27 juin, la déclaration de principe du 19 juillet. En principe, on attend l'accord de Doha, consécutif à cette déclaration dont on parle ce soir, et l'accord d'un cadre d'intégration économique régionale prévu par cet accord entre le gouvernement de la RDC et les gouvernements du Rwanda sous des auspices du gouvernement américain. Et lorsque vous avez tous ces textes avec vous, il faut avoir la Constitution, il faut avoir la résolution 2773, il faut avoir la charte de l'Union africaine, la charte des Nations unies et d'autres instruments pertinents. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une compréhension générale. N'oubliez pas, le VPM l'a dit tout à l'heure, que c'est une crise qui dure depuis 30 ans et que nous sommes dans une phase d'atterrissage pour arriver à une paix que le président de la République veut durable et définitive. Donc c'est un processus de construction qui requiert que vous, les médias, puissiez aider. Heureusement que ce soir ou aujourd'hui, on a rencontré les organisations professionnelles qui vont s'engager avec nous à faire ces chemins. Donc c'est-à-dire que nous aurons régulièrement des occasions d'échange pour que, à partir de vous, les peuples congolais puissent être édifiés. Sur votre question spécifique concernant Al Jazeera, d'abord, il ne faut pas lier les deux. Ici, c'est des mesures administratives que nous avons prises contre un manquement avéré. Je rappelle que Al Jazeera avait utilisé une chercheuse notoirement reconnue pro-rwandaise pour faire une interview sur les territoires congolais sans accréditation, sans autorisation, alors qu'elle dispose en République démocratique du Congo d'une équipe de journalistes accrédités. Nous avons fait notre part, le CESAC a fait sa part. Il existe des mécanismes qui permettent
de traiter ce genre de cas, il faut bien, si nous sommes saisis, nous pourrons l'analyser pour voir dans quelle mesure la sanction pourra être enlevée. Mais ici, c'est un rappel justement de la responsabilité de tous les médias sur le fait que dans la couverture d'une crise comme celle-ci, vous devez toujours vous rassurer que vous restez dans les lignes tracées par la profession et n'est pas tombé dans la propagande, ce qui était le cas de la chercheuse qui a été utilisée. On va prendre la prochaine question de M. Patrick Ilunga et Serge Tseka se prépare. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le VPM. J'ai deux petites questions. La première, c'est que dans la déclaration de principe, il y est fait mention de l'intégration conditionnelle des combattants ou bien des rebelles. Ma question... Vous avez dit déclaration de principe? Oui, déclaration. Ou accord de Washington? Il y a d'abord déclaration de principe et l'accord de Washington. Si j'ai bien lu, les deux parlent de l'intégration conditionnelle des rebelles. Alors, c'est vrai que du côté gouvernement, tout de suite, vous avez dit que ça ne sera pas fait de manière massive, ce sera au cas par cas. Alors, ma question, c'est comment allez-vous faire pour distinguer justement les hommes de troupe, un par un, celui qui a commis un crime de sang de celui qui ne l'a pas fait? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que depuis toujours, le M23 a toujours dit que leur combat s'est basé sur les causes profondes. Selon eux, c'est une communauté congolaise qui serait discriminée. C'est vrai que du côté gouvernement, beaucoup d'analystes et beaucoup de gouvernants, bon, on va dire du côté gouvernement, on a toujours dit que c'est un prétexte. Si j'ai bien lu, encore une fois, la déclaration de principe et l'accord de Washington, on ne parle pas vraiment de cette question. Est-ce que cette question a fait l'objet de négociations aussi? Monsieur le vice-premier ministre. Oui, bon, intégration au cas par cas, votre inquiétude est de savoir comment nous allons distinguer en termes de responsabilité individuelle. Mais je crois que toute la réponse est là. C'est parce qu'il y a cette inquiétude-là, il y a cette nécessité-là aussi de savoir qui intègre ce corps-là, que ce soit l'armée, souvent ils sollicitent l'armée ou la police, qui intègre, quel est son fichier, de quoi est constitué son dossier et quel est son passé. C'est pour ça qu'il a été fait question, ou il a été mentionné que la personne sera prise individuellement et son dossier sera analysé personnellement sur son parcours pour arriver à lever l'option qu'il intègre l'armée, la police ou les services. C'est pour se rassurer qu'on ne tombe pas sur une personnalité qui ait commis des actes graves qui entament la responsabilité pénale et qui va entamer aussi l'honneur et le fonctionnement du corps dans lequel il devra ou il voudrait intégrer. Donc je crois que de ce côté-là, l'option levée est la meilleure pour nous rassurer tous que des criminels ne vont pas être intégrés dans notre système de défense et de sécurité. Alors, les causes profondes, je crois qu'ici, il faut qu'on arrive à se réaliser, et on le dit, mais il faut bien le dire et bien le comprendre, bien le réaliser. On parle d'un conflit qui a fait plus de 30 ans et qui se répète et qui revient à chaque fois.
effectivement, nous sommes en train de nous engager dans un processus de paix qui va être consacré, sacralisé par l'accord. Il y a déjà un premier accord au niveau international, il y aura un deuxième accord à Doha, et qui va nécessiter à une analyse des causes profondes. Et les causes profondes, vous devez vous aussi en avoir. Le peuple congolais a des causes profondes à identifier qui font à ce qu'il puisse subir cette situation d'insécurité répétitive. Donc, c'est vrai que le prétexte a déjà été analysé plus d'une reprise. Je crois que la question des groupes ethniques en République démocratique du Congo, elle est connue. Il n'y a aucun groupe majoritaire. Et nous sommes tous issus de groupes minorités. On vit ensemble sans exclusion aucune. Donc ce sont des faux prétextes. Mais pour mettre fin à ce cycle d'insécurité qui se répète, nous analyserons ensemble toutes ces causes-là. Et nous sommes déjà en train de les analyser. Le fait d'avoir réussi à aujourd'hui identifier l'un des acteurs majeurs, le Rwanda, qui est une des causes profondes de l'insécurité en République démocratique du Congo, c'est des avancées. Maintenant, il ne suffit pas d'identifier les causes profondes, il faut mettre fin à ces causes profondes. Et le Rwanda vient de signer un accord de paix avec la République démocratique du Congo, que nous sommes en train tous d'évaluer l'engagement. Et cela va nous permettre à cristalliser, à faire en sorte que la paix soit une réalité et que nos populations puissent bénéficier de cette quiétude. Voilà, je voudrais me permettre, parce que vous aviez parlé de l'intégration, de vous relire le chapitre 2.3 de l'accord entre la RDC et le Rwanda, qui parle de l'intégration. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle au cas par cas, sur la base des critères clairs y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations graves du droit international humanitaire et enfin la loyauté envers l'État et ses institutions. La réponse à votre question est dans l'accord et c'est bien clair, noir sur blanc, au cas par cas, individualisé. Critère loyauté. On n'a peut-être pas parlé clairement de justice, mais ça c'est déjà le mécanisme de redevabilité qui s'impose là. C'est plus de brassage, plus de mixage. Donc je crois que lire, c'est pour ça que lire et relire cet accord est important pour vous permettre de vous faire une opinion sur toutes ces questions. On va prendre la question de M. Serge Ntseka. Merci, Excellence, pour la parole. La première question s'adresse à Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. En lisant en diagonale ce texte, moi j'ai une petite inquiétude, quelque chose qui n'apparaît pas dans les textes, mais je me dis, on a fait obligation à la RDC de parler avec M23 et AFC, et aussi de désarmer les forces résiduelles qui sévissent de l'autre côté, qui constitueraient une menace pour le Rwanda. Pensez-vous qu'on puisse aboutir à une paix durable tant que le dialogue rwandaise ne serait pas organisé à Kigali? Parce que on peut les désarmer. Ils deviendront quoi? Parce qu'ils ils seront citoyens rwandais. Est-ce que cet aspect qui n'apparaît pas m'inquiète un tout petit peu? Vous avez parlé, la question au ministre Mouyaya, d'une crise trentenaire. Mais pendant 30 ans, le peuple congolais s'est engagé dans une sorte de lutte partout où il se trouve, à travers des territoires nationaux,
lutter à sa façon, avec des paroles, avec des actes, avec des prières et j'en passe. Et aujourd'hui, on doit changer des paradigmes, on doit changer des narratifs. Ne pensez-vous pas que c'est important d'intégrer, au-delà des simples publications de documents, des mécanismes pour expliquer à la population que nous sommes dans une autre démarche maintenant, que nous devons soutenir ces processus induits par le chef de l'État pour que la paix soit une réalité. La paix des cœurs, mais la paix aussi entre les peuples. Écoutez, la paix est un choix. Et le président de la République a fait ce choix. La paix impose un prix. Et c'est le prix que nous payons dans ces différentes discussions. Aujourd'hui, dans la discussion que nous avons eue, notamment avec les médias, parce que vous avez un rôle crucial en tant que vecteur entre nous et la population. Il y a un temps pour tout. Il n'y a aucune guerre qui ne se termine pas. Nous sommes dans une phase, et c'est la phase la plus délicate parce que c'est la phase qui nous amène vers l'atterrissage en allant vers la paix. Et c'est au nom de cette paix, au nom du prix que nous devons payer pour la paix, que nous devons faire des concessions. Nous faisons des concessions, y compris au niveau justement du front médiatique que nous tenons, par rapport au contexte qui a évolué, qui ne change en rien la nature des ennemis que nous avons, que nous combattons. Mais parce que nous avons tous pris des engagements qui sont coulés dans des accords ou dans des déclarations de principe devant témoins, parce que le monde entier qui se préoccupe de cette crise qui dure depuis bien longtemps nous a demandé, nous a dit qu'il fallait aller vers la paix. Rappelez-vous, parce que je vois beaucoup de gens réagir déçus, le président de la République était clair en disant qu'on ne devrait pas négocier avec les M23. Mais lorsque vous avez vu, à partir du mois de février, le gouvernement américain sanctionner le numéro 2 du régime rwandais, James Kabarebe, vous avez vu les Français, les Britanniques, les Allemands, l'Union européenne, toutes ces institutions internationales ont pris des sanctions. Je ne parle pas des 3 débats que vous avez suivis au Conseil de sécurité et qui a permis d'avoir la résolution 2773. Dans toutes les décisions qui se prenaient, il y avait une recommandation qui nous avait été faite, de dire qu'il faut dialoguer. Nous, qu'est-ce que nous voulions dans la position du président de la République? C'était une position de fermeté qui a permis justement qu'il y ait des sanctions qui étouffent l'économie rwandaise aujourd'hui. Et donc, nous étions engagés sur différents fronts, et lorsque nous avons obtenu ces résultats probants qui ont permis de commencer d'ouvrir la voie à des discussions, le président de la République s'est ouvert pour qu'on arrive vers la paix. Et donc, il faut que tout le monde le comprenne parce que nous sommes cohérents par rapport à la détermination du président de la République pour mettre fin une fois pour toutes aux agissements du Rwanda. Quelqu'un parlait des causes profondes ici, mais la cause profonde, c'est aussi, entre autres, cette demande qui nous avait été faite à l'époque par la communauté internationale d'ouvrir nos frontières et accueillir. C'est en ce moment-là qu'on a accueilli les réfugiés rwandais, y compris les forces négatives. Et donc, là, aujourd'hui, nous sommes engagés sur cette voie. Et il faudrait que tout le monde, grâce à vous, les médias, que vous puissiez comprendre qu'il faut préparer la population à avoir la paix. Donc ça, c'est un élément important que vous lisiez, si vous relisez la feuille de route de Luanda, l'un des objectifs, comme dans l'accord de Washington, c'est que les deux pays reprennent les relations diplomatiques normales, parce que quoi qu'il en soit, les deux pays sont appelés à coexister. Voilà la géographie, ce qu'elle nous a imposé et dont nous faisons notre part. VPM, pour votre question. Oui, effectivement, et je vais rebondir sur votre réponse. Donc, vous avez totalement raison de penser que le dialogue, nous devons faire en sorte ou encourager le Rwanda aussi à s'ouvrir vers une voie d'un dialogue interne.
Et il y a un lien entre toutes ces questions-là. Et je crois que les documents et les accords, les engagements que nous sommes en train de prendre de part et d'autre va nécessairement nous amener, ou les amener, eux, à cela. Vous voyez une cause profonde que le ministre Mouyaya vient d'identifier avec l'opération Turquoise, où la communauté internationale a amené la République du Zaïre à l'époque à ouvrir ses frontières. C'était le début de nos malheurs.